Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer le module 1 avec les notions de réflexion et de réfraction. C'est probablement un petit peu de la révision pour vous, donc on va commencer pas trop difficile aujourd'hui. Alors on va d'abord rappeler la loi de la réflexion. Donc vous savez peut-être là déjà, mais si un rayon de lumière est incident, c'est-à-dire qu'il arrive sur une surface, il va réfléchir et il y a une loi qui dicte comment il va réfléchir. Alors, le rayon, dans le fond, il y a une espèce de symétrie dans la réflexion. Ici, dans l'image que vous voyez, le vert, c'est la surface. Le pointillé, c'est ce qu'on appelle la normale. La normale, c'est une droite imaginaire. On a le rayon incident là, qui descend, qui arrive à la surface. Alors là, à ce moment-là, on peut tracer à cet endroit-là la normale. La normale, ça va être une droite perpendiculaire à la surface au point d'arrivée du rayon. Et la loi de la réflexion, ce qu'elle dit, c'est que l'angle d'incidence, ça c'est défini comme l'angle entre le rayon qui est incident, qui arrive, et la normale, il va être égal à l'angle de réflexion. L'angle de réflexion va être l'angle entre le faisceau réfléchi et la normale. Donc ces deux angles-là vont être égaux, mais vont se trouver de part et d'autre de la normale. C'est comme s'il y a une symétrie et la normale, c'est l'axe de symétrie. Donc, je vous fais remarquer ici que l'angle qui est mesuré et qui est donné comme l'angle d'incidence, ce n'est pas par rapport à la surface, c'est vraiment par rapport à la normale. Ça peut sembler un peu, disons, une bonne façon de se compliquer la vie, de mesurer l'angle par rapport à une droite imaginaire, mais il y a une raison pour ça, c'est que plus tard, on va utiliser d'autres formules mathématiques, puis pour que la formule fonctionne, il faut que ce soit les angles par rapport à la normale. Donc, on va s'habituer tout de suite, puis c'est une convention, là, l'angle d'incidence par rapport à la normale et l'angle de réflexion aussi est mesuré par rapport à la normale. Alors ici, je vous montre une petite vidéo qui vous fait la preuve un peu. Là, ça, c'est une surface d'un miroir, donc une surface qui est complètement lisse. On voit ici, bon, là, l'angle, ben disons, la normale ici, ce serait la ligne du 90 degrés. Fait qu'en ce moment, l'angle d'incidence serait au-dessus du 90 degrés, il serait de 15 degrés en ce moment. Puis là, on a l'angle de réflexion qui est de 15 degrés de l'autre côté. Si on augmente l'angle d'incidence, donc entre la normale et l'angle d'incidence, maintenant on a 30 degrés, on constate là, sans grande surprise que l'angle de réflexion aussi de l'autre côté est de 30 degrés et ça continue comme ça. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de maximum à l'angle, on va avancer la vidéo, là on peut aller à des angles très grands. OK? Donc ici, on ne se rendra pas là, proche du zéro, mais on pourrait se rendre proche du zéro. Le zéro sur sur les graduations, mais en fait, lorsqu'on arriverait au zéro ici, techniquement, ça serait un angle d'incidence de 90 degrés parce que la normale, là, vous voyez, elle ne bouge pas, OK? Elle ne change pas d'angle, elle, pendant la situation. Elle est toujours orientée perpendiculairement à la surface, puis placée à l'endroit où le rayon arrive. Donc là, on s'est organisé quand on déplace le faisceau de lumière pour que le rayon arrive toujours exactement au point où la normale converge vers la surface. OK, donc je vous ai parlé d'un faisceau de lumière, mais un faisceau de lumière, c'est composé d'ondes électromagnétiques. OK, donc on va juste voir ici un peu la notion d'onde. Donc la lumière, c'est une onde électromagnétique et ça va être créé entre autres là, par des charges qui accélèrent, des charges électriques qui accélèrent. C'est ça qui crée des ondes lumineuses et des ondes électromagnétiques. Donc ici, on peut voir une schématisation d'une onde qui se déplace. Puis je vais vous montrer le paramètre qu'on appelle la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde, ben là j'ai arrêté la vidéo pour que ça se stabilise. Là, la longueur d'onde, c'est lorsqu'on prend un endroit sur l'onde qui se propage, puis on retrouve le prochain endroit qui se comporte de façon identique. Donc, ça le dit, là, c'est la longueur de l'onde. Puis après ça, il y a une répétition. On a encore une autre longueur d'onde, une autre longueur d'onde. Donc, le symbole pour la longueur d'onde, c'est la lettre grecque lambda. Ça ressemble à un Y à l'envers, si vous voulez l'écrire là, de façon manuscrite. OK. Ensuite, lorsqu'on regarde, on travaille avec les ondes, il faut savoir on peut parler aussi de la période d'oscillation d'une onde et de sa fréquence. Donc, qu'est-ce que c'est? La période, c'est si, par exemple, je me place à un endroit, puis l'onde, là, elle se propage, puis j'attends que ça redevienne comme la situation que j'avais au début. OK? Fait que si, disons, je regarde la particule verte, là, qui est en haut,
Puis là, j'attends ici qu'elle revienne en haut. OK, ça va me donner la période. La période, donc, c'est le temps que ça prend pour faire une oscillation. Donc, c'est l'unité de la période, c'est des secondes habituellement. J'ai pas parlé tantôt de l'unité de la longueur d'onde, mais c'est des mètres, là, parce que c'est une longueur. Puis c'est tout petit, hein, des longueurs d'onde électromagnétiques, c'est de l'ordre du nanomètre, centaines de nanomètres en tout cas. Donc on va parler ici de chiffres avec de la notation scientifique, là, c'est tout petit. Quand je dis nanomètre, c'est x 10 à la moins 9 mètres. OK. Maintenant, je reviens ici sur le thème de la fréquence. La fréquence que c'est, dans le fond, c'est 1 sur la période en secondes. Donc, 1 sur la durée du temps d'un cycle. Ça donne donc des unités de secondes à la moins 1, mais c'est la même chose aussi que les unités qu'on appelle des hertz. Okay? Donc, Hz, ce sont des secondes à la moins 1. Puis, ce que ça représente, la fréquence, c'est le nombre d'oscillations qu'on va avoir dans une seconde. Donc, encore une fois, pour les ondes électromagnétiques, ça oscille très, très, très rapidement. Donc, on aurait là c'est comme en termes de fréquence, c'est x 10 à la 14 secondes à la moins 1 ou Hertz là, environ. Ça, je parle des ondes lumineuses, mais il y a d'autres types d'ondes électromagnétiques qui pourraient avoir des fréquences différentes, là. Maintenant, lorsque on va travailler avec des schémas, on va représenter, disons, ce qu'on appelle des fois dans un dessin, on va utiliser des fronts d'onde. Des fronts d'onde, c'est juste comme la répétition où l'onde se comporte identiquement. Donc, c'est comme, ça représente ici que chaque ligne, c'est l'espace d'une longueur d'onde. On le voit ici. Ça, c'est notre faisceau de lumière là, qui arriverait, disons, de l'air à l'eau. Donc, on a représenté le faisceau de lumière ici par des fronts d'onde. On peut voir que lorsque le faisceau rentre dans l'eau, les fronts d'onde sont rendus plus rapprochés. Ça implique en fait que la longueur d'onde de la lumière va être différente quand la même onde va se propager dans un milieu différent. Donc ici, l'air versus l'eau. C'est ça qui va faire en sorte que, par exemple, si vous regardez une paille dans un verre, ben, on dirait que la paille est comme coupée. Cette distorsion là, de la réalité, c'est dû au fait que quand la lumière passe d'une substance transparente à une autre, comme ici de l'air à la vitre à l'eau, elle est déviée. Donc, son parcours en ligne droite change d'orientation. Fait que ça fait en sorte de créer des images un peu comme on voit ici. Et ce phénomène-là s'appelle la réfraction. J'ai inclus ici une équation. Donc, cette équation-là exprime la vitesse à laquelle se propage l'onde. La vitesse de la lumière, si on travaille dans le vide ou dans un gaz là, qui n'est pas très dense, comme l'air, c'est une constante, la vitesse de la lumière. OK? C'est-à-dire, là, dans le vide, en tout cas, est toujours la même valeur. Mais ce que je veux dire ici, c'est que là, la vitesse va s'adapter selon la substance. Donc, si l'onde arrive dans l'eau, là, elle va ralentir. Techniquement, même du vide par rapport à un gaz, il y a un changement de vitesse. Il y a un changement de vitesse puis un ralentissement entre la vitesse qu'on a dans le vide puis la vitesse dans un gaz, mais c'est tellement minime que souvent on le considère négligeable là, dans la plupart des situations. La longueur d'onde aussi, on le voit dans la figure, elle va changer entre les deux milieux. Par contre, ce qui ne change pas, c'est la fréquence. La fréquence de l'onde, elle, va toujours rester la même. Donc, c'est vraiment la caractéristique de l'onde. La fréquence, si vous pouvez concevoir ça comme, par exemple, si on parle des ondes lumineuses, la fréquence va dire c'est quoi la couleur de notre onde électromagnétique. Fait que ça ne va pas changer selon le milieu, cette caractéristique-là. Ce qui va s'adapter, c'est la longueur d'onde et la vitesse, de sorte que l'égalité va rester vraie. Donc, juste pour résumer aussi, plus un milieu, dans le fond, qu'on pourrait dire est dense, donc par exemple, l'eau, c'est plus dense comme matériau que l'air, il y a plus d'atomes par unité de volume, bien, l'onde à ce moment-là va ralentir, ok? Sa vitesse va diminuer. Puis vu que c'est directement proportionnel, bien, sa longueur d'onde aussi diminue. Récapitulons. Alors, les caractéristiques d'une onde qu'on vient de voir, c'est dans le fond que l'onde, sa vitesse est donnée par la longueur d'onde multipliée par la fréquence. On peut aussi réécrire cette formule-là parce que dans le fond, la fréquence, on sait que c'est 1 sur la période. Donc, je l'écris ici dans l'encadré blanc.
On pourrait dire que c'est la longueur d'onde sur la période. Puis ça, dans le fond, c'est pas étonnant parce que la vitesse, lorsque quelque chose circule à une vitesse constante, c'est toujours le déplacement par rapport au temps écoulé pour faire le déplacement. Donc ici, on a vu que la longueur d'onde, c'est de combien va se déplacer notre onde en une période. Donc, on voit ici là, pourquoi on a la relation ici qui est dans l'encadré rouge. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, mais vous allez l'utiliser quand même beaucoup, donc il est possible que vous finissiez par la mémoriser, là, mais ça va être fourni là, dans des aides-mémoires là, en cas d'évaluation. Okay? Donc, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. C'est toujours ça, peu importe c'est quoi la couleur de l'onde électromagnétique, si on parle du visible, mais même toutes les ondes électromagnétiques. Il y a d'autres exemples que le visible, par exemple les micro-ondes, la radioactivité. Les ondes radioactives, c'est aussi des ondes électromagnétiques. Ça circule avec la même vitesse dans le vide. On peut dire aussi l'infrarouge. L'infrarouge, c'est un autre type d'onde électromagnétique. Donc, ainsi de suite. Okay? Fait qu'ils ont toutes la même vitesse dans le vide, ces ondes-là. Maintenant, on va définir l'indice de réfraction. Tantôt, je vous parlais de la densité d'une substance, comment que ça affecte la vitesse de la lumière dans la substance, puis la longueur d'onde. Bien, ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'indice de réfraction d'une substance. Donc, l'indice de réfraction d'une substance, c'est donné par le symbole N minuscule. Puis, ça n'a pas d'unité. Comment on obtient l'indice de réfraction d'une substance? C'est en divisant, le symbole pour la vitesse de la lumière dans le vide, c'est C plutôt que V. Okay? C'est un symbole particulier. Donc, on prend la vitesse de la lumière dans le vide, puis on divise par la vitesse de la lumière ici dans le milieu ou la substance. Comme la vitesse de la lumière dans le vide, c'est la valeur la plus rapide de vitesse que l'onde peut avoir, ça va être divisé par un chiffre qui va être plus faible dans toute autre substance que le vide. Donc, l'indice de réfraction ne pourra jamais être plus petit que 1. C'est toujours des valeurs comme 1.5, 1.2, 1.37 ou même 2 quelque chose. C'est jamais inférieur à 1. Okay? L'indice de réfraction du vide, ça serait 1. Alors, il n'y a pas d'unité parce qu'on divise vitesse par vitesse. Aussi, on peut dire que la longueur d'onde, bien, on a vu que la longueur d'onde varie dans des substances. Okay? Il y a la relation suivante qui permet de calculer la longueur d'onde dans une substance si on connaît la longueur d'onde de la lumière dans le vide. Donc, la façon de faire, c'est la longueur d'onde dans la substance va être égale à la longueur d'onde de l'onde dans le vide divisé par l'indice de réfraction. On va faire la preuve dans le document, là, à la page 8, un peu plus tard. Quelque chose à mentionner aussi sur l'indice de réfraction d'une substance. Prenons par exemple, je sais pas moi, un morceau de verre. On va voir que l'indice de réfraction, il varie en fonction de la température. Donc, si le morceau de vitre il est dehors ou si le morceau de vitre est à l'intérieur, ça va faire varier l'indice de réfraction de la substance. Puis une autre chose qui fait varier l'indice de réfraction de la substance, c'est la longueur d'onde de la lumière qui la traverse. Donc, autrement dit, dépendamment de quelle est la longueur d'onde de la lumière, ben, l'indice de réfraction va être différent. Fait que quand on veut établir un standard d'indice de réfraction, par exemple, si on regarde des listes dans les handbooks pour différents matériaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir une température qui est la même pour tous les indices du tableau, puis on va aussi choisir une longueur d'onde. Souvent, la longueur d'onde qui est utilisée dans les tableaux, dans les handbooks, c'est la longueur d'onde qu'on appelle longueur d'onde du sodium. Dans le fond, ici, on voit une lampe au sodium. Ça émet une longueur d'onde précise. Donc, contrairement à la lumière blanche qui comporte plusieurs longueurs d'onde, plusieurs couleurs, ben, la lampe au sodium, elle, contient seulement la longueur d'onde souvent on utilise le symbole D là, pour une valeur de 589,3 nanomètres ou fois 10 à la moins 9 mètres. Donc, ça, c'est une lampe aussi qu'on va utiliser en laboratoire, vous allez voir dans certaines expériences. Okay. Juste avant de faire l'exemple, vous voyez au-dessus de l'énoncé, on donne la valeur de l'indice de réfraction pour l'eau à 20 degrés Celsius pour D, la longueur d'onde du sodium dont on a parlé.
c'est 1,333 dans le cas de l'eau. Ça varie pas tant que ça avec la température et la longueur d'onde, c'est des petites variations, par exemple 1,34 ou quelque chose comme ça, mais dans certaines circonstances, on va en tenir compte de ces variations-là. Mais dans la plupart des exercices, non. Comme le prochain exemple qu'on va faire, on ne réfère pas à la température, donc à ce moment-là, on n'a pas à s'en soucier. Là, on suppose que c'est maintenu constant, donc la longueur d'onde qui est fournie, c'est suffisant comme information. Je vous demande là, de faire pause pour prendre le temps de lire l'énoncé, puis ensuite, on va voir la solution ensemble. OK, donc pour l'exercice, on a déjà la longueur d'onde qui est donnée dans le vide pour un laser hélium-néon, c'est 633 nanomètres ou x 10 à la moins 9 mètres. Donc, comme on dit que c'est pour dans le vide, on demande en A ou la longueur d'onde, la vitesse de l'onde et sa fréquence. Mais on sait que la vitesse de n'importe quelle onde électromagnétique, donc onde lumineuse, dans le vide, c'est 3 x 10 à la 8 mètres par seconde. Donc, on utilise traditionnellement le symbole C pour cette valeur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut vous rappeler que c'est une valeur constante. Sachant ça, on va utiliser l'équation qu'on a vue ensemble, la vitesse qui est égale à la fréquence fois la longueur d'onde, puis on va pouvoir à ce moment-là déterminer la fréquence de l'onde. Donc ici, avec ma vitesse de 3 x 10 à la 8, c'est égal à la fréquence fois 633 nanomètres, 633 x 10 à la moins 9. Donc, on divise 3 x 10 à la 8 par 633 x 10 à la moins 9 et on obtient la fréquence. C'est 4,74 x 10 à la 14 Hz ou secondes à la moins 1. Si vous faites le calcul sur votre calculatrice, je vous encourage à utiliser le bouton pour la notation scientifique. Vous l'avez peut-être déjà fait dans votre cours précédent de physique, là, mais il y a un bouton, soit c'est EE, ou EXP sur votre calculatrice qui fait l'étape x10 à la quelque chose. Donc, si vous faites par exemple 3, le petit bouton EE ou EXP, ensuite 8, ça enregistre 3 x 10 à la 8. Ça fait moins d'étapes que de faire 3 multiplié par 10 avec un exposant 8. Puis le moins qu'on fait d'étapes de pitonnage, le moins qu'on a de chance de faire d'erreurs de calcul. OK, ceci dit, on va aller maintenant trouver les valeurs dans la substance. Bien, je vous rappelle que la fréquence ne variera pas même si on change de substance. Donc, on a déjà la réponse pour le B pour la fréquence. Puis, on a l'indice de réfraction de la substance. Donc, on va pouvoir faire le rapport des vitesses. La vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans la substance, c'est égal à l'indice de réfraction. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé la vitesse. Donc, la vitesse dans l'indice de réfraction de 1,43, on obtient que c'est 2,09 x 10 à la 8 mètres par seconde. Un petit truc ici, c'est qu'il n'y a rien qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. OK? Fait que si jamais vous avez mal isolé puis que vous vous trouvez à multiplier par un facteur qui fait grossir la valeur, puis vous vous retrouvez avec plus que 3 x 10 à la 8, c'est impossible. OK? Donc, ça devrait être plus petit dans toutes les autres substances. Dernière étape, ça va être de trouver la longueur d'onde dans le milieu. Donc, on prend la longueur d'onde dans le vide et on divise par l'indice de réfraction du milieu. Alors, on obtient dans ce cas une longueur d'onde aussi qui est plus petite de 442,7 nanomètres. Donc, comme je l'ai dit aussi, la fréquence ne varie pas, fait que j'ai répété ici la valeur là, pour la réponse de la question B, c'est la même fréquence. Ici, on a une petite description là, schématisée du spectre électromagnétique. J'en ai parlé un peu tantôt, mais il faut savoir que toutes les ondes électromagnétiques qui peuvent être émises par des particules chargées qui vont accélérer, ça va faire des longueurs d'onde variées ou des fréquences variées. Puis le fait que la fréquence varie, bien, ça va faire des ondes qu'on a catégorisées selon des appellations différentes. Par exemple, ici, si on considère les longueurs d'onde qui sont des valeurs en noir, là, ça donne un ordre de grandeur seulement, ce n'est pas une longueur d'onde précise. Puis on a la radiation qui a des longueurs d'onde plus courtes. Puis ensuite, on a les rayons X, l'ultraviolet, les ondes visibles, la lumière visible, les infrarouges, ce qui est la chaleur, puis les ondes radio. Donc, les ondes radio ont une longueur d'onde de 1 km, tandis qu'à l'autre extrême du spectre, on a la radiation qui a des longueurs d'onde toutes petites là, de 0,01 nanomètre, ou souvent on va utiliser, c'est x 10 à la moins 12, je pense que c'est picomètre, si je me rappelle bien. Ensuite, si on regarde les fréquences, ça va dans le sens inverse, OK? Plus la fréquence est grande, plus l'onde a beaucoup d'énergie intégrée là,
dans elle. Puis ça, c'est la grande fréquence, ça va être la radiation nucléaire, tandis que les petites fréquences, ça, c'est les radios, les ondes radio. Puis on voit aussi que pour la couleur visible, alors comme on a l'ultraviolet, au début ici pour les longueurs d'onde plus courtes, ben après ça, le spectre visible commence dans le violet, ensuite le bleu. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis ça finit avec les longueurs d'onde plus grandes dans le rouge. Puis après ça, on va dans l'infrarouge. Okay, donc, si vous avez le document, là, si vous êtes passé le chercher à la reprographie, à la page 3, il y a un autre petit exercice à faire. Celui-là, ça serait idéalement avec le document. Sinon, ben, il faudrait le refaire avec un rapporteur d'angle par vous-même, mais c'est un petit peu plus difficile. Fait que peut-être vous pouvez attendre d'avoir le document parce qu'on le fait vraiment en prenant des petites mesures ici. Là, on trace selon la loi de la réflexion. Puis le rayon, on fait réfléchir sur le premier miroir en bas. Ensuite, il va être incident sur la surface du deuxième miroir. On trace la normale encore. Puis là, on trace le rayon réfléchi une deuxième fois. Puis là, on vérifie s'il y a la bonne orientation. Donc, ça, c'est la prochaine chose à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est les questions 1 à 5 dans le document. Ça, c'est des questions, une liste de questions qui est à la fin de votre document. Donc, je vous montre un peu où est-ce que ça se trouve. Je vais commencer par préciser en fait qu'il y a quand même un peu de lecture qui vous explique la théorie qu'on a vue ensemble. Fait que je vous invite à faire cette lecture-là. Ça, c'est jusqu'à la page... Attendez un peu. On s'est rendu aujourd'hui jusqu'à réfractométrie. Donc, vous pouvez arrêter la lecture à la page 6. Puis là, c'est vraiment plus loin dans le document. Si vous vous rendez à la toute fin, il y a le projet là, de laboratoire qu'on va faire à la fin de la section. C'est avant ça. Donc, avant le réfractomètre d'Abbé, on a une liste de questions. OK? Puis, c'est suivi aussi des réponses à ces questions-là. Donc, ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est les questions 1 à 5 qui sont sur le thème de la réflexion. Donc, 1, 2 ici, 3, 4 et 5. Si vous avez de la misère à les faire, ben si vous allez voir les réponses, comme par exemple le 3, il n'est pas facile là, si on n'a pas idée comment faire le schéma. Fait que en regardant la réponse, ça va peut-être vous donner une piste là, pour le faire. Pour les autres, je crois que vous allez pouvoir vous débrouiller avec ce qu'on a vu ensemble. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, puis on va se voir justement au prochain cours avec la notion de réfraction et réfractométrie. Bonne journée et bon travail!